Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Dans une vidéo récemment, j'ai dit que Marc Mercier était l'apôtre principal de FDP de la mode. Je peux le justifier. Marc Mercier, c'est un mec, j'ai eu la chance de le rencontrer. Déjà, quand tu lui serres la main à Marc Mercier, parce que je lui ai serré la main en vrai, t'as pas l'impression d'être en train de masturber un poulpe, si tu veux. Tu vois, quand tu lui serres la main, t'as l'impression de serrer la main au programme industriel de l'acier dans la RDA de 1959, tu vois. Donc là, c'est du sérieux. Le mec, si tu veux, 50 balais, il m'a fait une démo, il jette en arrière, il fait un plat du dos, tu vois. Le mec, 50 ans, il fait un plat du dos. Voilà. Je sais pas quel notaire ou je sais pas quel mec de l'Assemblée nationale, à 30 ans il faisait un plat du dos, c'était paraplégie définitive, tu vois. Donc à ce niveau-là, respect maximal. Ce mec-là est le fils de Guy Mercier qui est un grand du catch. Marc Mercier a démarré, son premier combat c'est en 77, fête de l'UMA. Donc déjà tu vois, ambiance à l'ancienne. Il vient de la lutte gréco-romaine à la base. Donc c'est un vrai lutteur, avec physique de lutteur, vrai athlète, qui a basculé dans le catch professionnel en 77, premier combat, fête de l'UMA, 80 000 personnes. Catch français très rude, c'est pas le catch américain, ni le catch mexicain est très aérien. Le catch américain est beaucoup dans le show, beaucoup dans la prouesse physique, tu vois, avec les prises assistées. Dans le catch français, on était vraiment dans la clé de bras, dans le catch rude, on se tamponne les oreilles, on s'en fout plein la gueule. Sur les mecs qui sortent, c'est un peu enflé, tu vois. La tournée Ricard, il a fait la tournée Ricard, c'était c'est à l'époque du bourreau de Béthune, hein, l'Ange Blanc, les grandes heures du catch, les mecs traversaient la France avec des bagnoles, tu vois, autant te dire que les normes de Tarlouse, sécurité, tu vois, t'oublies. La moitié il mourait plus sur la route il le dit dans une interview, Marc Mercier, les mecs mouraient plus sur la route que sur le ring. Tu vois, donc énorme époque, et si tu veux, Marc Mercier, si tu veux, a participé en tout cas à faire revenir le catch en France, tu vois. Il a créé une école où il prend des gamins, en plus beaucoup de gamins issus de milieux populaires. Alors tu vois, les gamins ils débarquent, ils ont vu Rey Mysterio la veille faire un hula hoop autour de Great Khali, tu vois, et ils croient que ça va être le catch américain, tu sais, MTV Connection. Ils arrivent, ils tombent sur Marc Mercier qui les traite de tous les noms, qui leur fout des coups de latte dans le ventre, qui leur met des tartes, qui leur apprend la vie. Noël a tout quitté pour se consacrer à sa passion, le catch. Il a donc choisi l'une des meilleures écoles françaises, la Catch Academy, que dirige le septuple champion du monde, Marc Mercier, dit le gentleman du ring. Tiens, foutez-moi vos culs-flasques par terre allongés là. Je veux vous voir vous relever, bande de fiottes. C'est de la merde. Mon idée, c'était de restaurer le catch pour qu'il reprenne ses lettres de noblesse tel qu'il était avant. C'est-à-dire faire du monde, mais avec un catch sérieux. Il y en avait marre de voir du catch clownesque. 3. Ça y fait les oreilles. Depuis longtemps, le catch jouit d'une réputation de sport truqué, pas vraiment sérieux, ce qui a le don d'agacer les catcheurs. Pour eux, les coups sont vraiment portés. En voici quelques-uns. À vous de juger. Voilà. Non. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle Suplex qui a été fait par Jérémy Sang. Où on voit Marc Mercier qui débarque, tu vois, et en fait les gamins n'ont pas payé les licences, tu sais, ils viennent au club s'entraîner, et là ils prennent une leçon. Marc Mercier c'est un mec, tu vois, qui est dans le vieux truc, tu vois le côté, la voix, c'est la voix sacrée à la japonaise, tu vois, de se mettre, voilà, dans la voix du samouraï, dans la voix de la calligraphie, dans la voix de ce que tu veux. Eh ben, Marc Mercier c'est le mec dans la voix du catch, tu vois, et le catch c'est un apprentissage, et les gamins débarquent, ils veulent catcher en un jour, il leur dit non, si tu veux catcher, va falloir que tu prennes des torgnoles pendant 5 ans, va falloir que tu ailles à la muscu, va falloir que tu apprennes des prises, va falloir que tu découches tout le temps. Il a formé un mec qui s'appelle Tom Laruffa, qui est un putain d'athlète, construit et fabriqué par Marc Mercier. Incroyable, c'est une vie incroyable. Si tu veux, les mecs sont tout le temps en train de s'entraîner, ils bougent aux 4 coins de l'Europe, c'est la folie. Et si tu veux ça, des mecs comme ça, te reconnectent avec une époque incroyable. C'est le genre de mec, si tu veux, les potes qu'il a, c'est Popov le gitan. Les gens, ils croient que c'est Pipo. C'est pas Pipo. Ah non. Quand je suis comme ça, par exemple, je suis comme ça, le mec, il m'a fait mal. Paf. Là, regarde. Boum. T'as vu les coups? Il part. On a un métier très difficile. Croyez-moi, c'est très difficile. Et les coups, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ils sont portés. C'est pas du sirop, hein. Popov le gitan, le mec, il a même plus le Marcel, tu vois, c'est vraiment une bandoulière. Et il met des calottes aux gamins, tu vois. Et les gamins sont là, après il leur met des tartes, ils tombent par terre.
Moi, ça, si tu veux, ça, c'est l'éducation qu'il faudrait généraliser. Tu vois, là, ils se font tailler des pipes à l'éducation nationale. Chez Marc Mercier, ils prennent des tartes. C'est comme ça que tu fais des hommes. Alors, en mettant des tartes et en leur disant, quand ça fait mal, fais semblant que ça fait pas mal, et tu verras qu'au bout d'un moment, ça fera vraiment pas mal, tu vois. Et ça, je respecte... voilà, je te dis, je l'ai rencontré, et vraiment, c'est un des mecs que j'admire le plus, quoi. Voilà, profondément. Alors, Cantona, 1995, 22h15, heure française, Crystal Palace, Manchester United, le mec, tu vois, se balade avec le col relevé, tu vois. L'honneur, intransigeant, la dignité. Le gars, quand il parle, t'as l'impression que c'est un moine franciscain qui est en train de, tu vois, de faire des combats de boxe pour foutre de la soupe dans un dispensaire pour les gamins de Mexico, tu vois. Donc déjà, rien que la gueule, respect. Il y a un pimpoy là sur le bord du terrain qui commence à lui parler, tu sais, qui croit que parce qu'il est de l'autre côté de la barrière, ça va bien se passer. 20 mètres d'élan chassé dans la gargante. 20 mètres d'élan chassé, le mec prend Eric Cantona lancé à je sais pas combien de joules dans la mâchoire, si tu veux. C'est que là, il n'y a pas eu l'ambiance, j'appelle mon avocat, référé, ou tu vas dire à un tel pour qu'il dise à un autre. Non, non, là, ça a été sanction directe. Intransigeance. Ça, je respecte des mecs comme ça, tu les fais pas tapiner. Tu vois, on n'est pas dans le Serge Aurier qui dit du mal de Laurent Blanc qui l'a fait rentrer au PSG, tu vois, le traître qui est en train de fumer une chicha, il commande sur Internet. Là, c'est pas ce niveau-là. Là. Le mec a un compte à régler, bam, ça tombe direct. Ça, je respecte. Tu vois, je respecte à fond. Je m'énerve parce que moi, j'ai été touché, et ce que je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi. C'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert, hein. Parce que vous avez des enfants, vous devez avoir des enfants, et qu'un jour on touche à vos enfants, et comme il y en a fait ce qu'on mais c'est bien, Rick, ce que vous dites. Et vous verrez comment ça. C'est bien, parce que ça sort. Alors c'est pour ça que je le sors. Parce que je continue à dire que je leur pisse au cul. Et ça, c'est pas une insulte. Et en plus, politiquement, alors Cantona est à gauche, je partage pas ses idées politiques, par contre là où il a eu des couilles, et là où il est droit dans ses bottes, c'est qu'il a dit il faut accueillir des migrants, et contrairement aux bobos qui disent qu'il faut les accueillir et qu'ils les veulent pas en bas de chez eux, il a mis à disposition une baraque avec son pognon, un centre pour les accueillir, avec son argent. Donc là, respect. Il a mis une de ses maisons à disposition. Là, respect. Tu vois, ça, c'est un mec qui est droit dans ses bottes. Lolo Ponce, incroyable. Alors, si tu veux, l'Ariège, il y a eu le Moyen-Âge partout dans le monde. Et au moment de la Renaissance, il y avait le choix. Est-ce qu'on arrête de se torcher avec la main et qu'on commence à se foutre des froufous et se coller des mouches sur la gueule pour aller faire les liaisons dangereuses à Versailles, tu vois? Ou est-ce qu'on continue sur le modèle Godefroy de Bouillon, tu vois? Eh bien, l'Ariège, unilatéralement, a décidé de rester sur le Moyen-Âge, si tu vois. L'Ariège n'a pas pris le Wi-Fi, tu vois? Ils ont gardé la fibre Moyen-Âge pour communiquer avec Louis VI le Gros, tu vois? Saint-Louis, voilà. Les mecs ils sont sur le modèle Saint-Louis. Et si tu veux, ça donne un département où en fait, quand la chasse s'ouvre, t'as des mecs qui chassent sanglier à la grenade. Tu vois, tu sais pas si la guerre d'Algérie, tu sais pas si tu comprends pas. Tu vois, tu te balades, tu fais une randonnée, t'es avec tes gosses, tout d'un coup, paf, génocide de sanglier à la grenade. Donc, déjà, respect maximum. Et l'Ariège nous a offert Lolo Ponce. Et jusqu'à quand ça va durer, quoi. Il commence à y en avoir marre que ce soit les Français qui se fassent tout le temps enculer. Et je vois, il n'y a aucun dirigeant de la Fédération française de rugby qui en parle. On se laisse enculer, on doit aimer ça, quoi. C'est pas possible. Alors Lolo Ponce, tu veux, dans ces vidéos, aucune chemise n'est fermée, parce qu'en fait, aucune chemise ne peut se fermer sur le coup de Lolo Ponce, tu vois. Pour que ça ferme, il faut qu'il mette du XXL, mais du coup, ça fait un deltaplane. Donc si tu veux, Lolo Ponce, déjà, physiquement, c'est la Gaule antique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur un modèle, ouais, il est bodybuildé, non, non. Là, c'est les gaillards de avant la fin de l'Empire romain. Donc, si tu veux, au niveau violence, on est maximal. Pour te dire, Lolo Ponce s'est excusé d'avoir fait un AVC. Le mec fait un AVC. Au lieu de faire un communiqué pour faire chialer dans la chaumière, Lolo Ponce, il fait un communiqué pour dire « Désolé les gars, j'ai fait un AVC. Je ne pourrai pas faire les férias de Dax, de Vic Fezensac, des Oz. » Voilà. Le mec s'excuse de pas pouvoir aller boire des coups avec ses potes aux férias. Tu vois. Donc, pour te dire le niveau de violence du mec. Bon, déjà, il y a le rire de Lolo Ponce. Bon alors on est en direct avec Lolo Ponce, qu'on avait un peu perdu de vue. Donc Lolo, première question aujourd'hui, où étais-tu pendant ces quelques mois? Eh bien j'ai eu quelques problèmes de santé, j'ai fait un AVC,
Donc, j'ai pas pu être présent aux Férias de Béziers, ni aux Fêtes de Bayonne, ni à Mont-de-Marsan, ni à la Feria de Vic-Fezensac. Et je suis passé à la paralysie. Donc, l'alcool, les bons plats et le sel, tout ça, c'est terminé. Malheureusement, l'an prochain, je serai quand même présent aux Fêtes de Bayonne, mais je ne pourrai pas partager un morceau de jambon de Bayonne avec Fabien Marcella et Emmanuel Rinordoki, et encore moins une quille de rouge avec eux. Je ne pourrai les soutenir que psychologiquement. Mais enfin, ma santé va quand même mieux. Je bande toujours. Voilà, quand tu ris comme ça, t'as plus de limite. Il y a les histoires de Lolo Pons au col d'Elbouich. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans le col d'Elbouich. Je vais vous faire un peu de géographie. Ça se situe entre la Bastide de Sérou et Foix. C'était un copain qui est actuellement qui habite sur Saint-Giron. Il était avec une gonzesse. Alors lui il conduisait et la gonzesse était à côté. Et elle lui faisait une pipe. Elle le suçait tellement bien qu'au moment où il a éjaculé, il a tellement joui qu'il en a fermé les yeux. Et qu'au moment où il a éjaculé, il a fait « Ah, oui, c'est bon, il a fermé les yeux, il conduisait, pam, il a perdu le contrôle de la voiture et s'est mis dans le fossé. » Tu vois, quand tu vois comment le mec finit sa vidéo, comment il rigole, tu sais que là, on ne vit pas dans le même siècle. Il y a un décalage. Si tu veux. Lui, il a redoublé tout ce qui s'est passé entre 1200 et 2018, il l'a redoublé. Si tu veux. C'est un multi-redoublant de la modernité, en fait. Donc à ce niveau-là, là, voilà, c'est de l'alpinisme, si tu veux. Alors Daniel Herrero, si tu veux, Daniel Herrero, il a pris le sud-ouest comme ça, tu vois, il l'a mis sur le toit du monde. Daniel Herrero, le mec, Renault a arrêté de porter un bandana fin des années 80 parce qu'il a senti qu'il ne méritait plus, quand il a commencé à supporter Mitterrand. Daniel Herrero, lui, il l'a gardé. Tu vois, c'est un mec, il a un costard, il va au resto 5 étoiles pour aller bouffer de la bisque de homard à Toulon, tu vois, le mec a son bandana. C'est-à-dire qu'à tout moment, il a la même dégaine que quand il jouait au flipper et qu'il mettait des coups de tête sur les docks de Toulon. Son père était docker. Son père a joué pilier à Toulon, il me semble. Et lui, ensuite, il a été entraîneur. Sa philosophie est fantastique. Le mec, il était trop violent pour aller à la télé. C'est-à-dire que les gens regardaient les matchs, et au lieu d'avoir les commentaires de Tarlouse de France 2, ils mettaient Sud Radio pour avoir l'image de France 2 et les commentaires d'Herrero, quoi, tu vois. Herrero, c'est le vrai poète. Il est capable de mettre un coup de tronche et d'écrire des bouquins sur le rugby, sur la construction du rugby à travers l'histoire. La violence a plein de synonymes. L'agressivité, l'ardeur, le tempérament, le courage, la générosité, la vaillance, le pas pédé, tu vois, tous ces synonymes-là jusqu'au plus ordinaire. Il y a tout un univers comme ça dans le monde rugbyistique, métaphorique, sur tout ce qui sera la sacralisation du courage, le rudoyant. La violence, c'est la transgression des lois. Alors Johnny, moi j'ai jamais été un grand fan de sa musique, je préfère être clair là-dessus, je vais pas faire semblant. C'est pas parce qu'il est mort que tout d'un coup, voilà. Johnny, j'ai jamais été vraiment fan de sa musique. Par contre, j'ai un respect pour l'individu énorme. Énorme. C'est un mec qui faisait des concerts dans des toutes petites municipalités. À la fin, il mettait des rallonges pour aider justement des petits villages et tout ça pour participer à l'économie locale et tout. D'une générosité incroyable. On l'oublie souvent, mais c'est un de ceux qui a fait travailler le premier, Jimi Hendrix. C'est Johnny qui a vu le génie musical chez Jimi Hendrix. Donc, tu vois, ils l'ont fait passer pour un teubé parce que ça leur cassait les couilles qu'un mec avec une dégaine de mécanicien de Roubaix, tu vois, puisse faire remplir le Stade de France. Mais à un moment, tu vois, ils ont eu beau l'attaquer. Ce mec-là, il avait beau être de droite, si tu veux, a fait 1000 fois plus seul que n'importe quel bobo de Canal+ ou du Petit Journal. Tu vois, il a fait le Caravan Tour. Il a contacté des forains, il a vécu dans une caravane pendant un an. Il a pris 50 kilos, il avait des bras comme ça, il a commencé à nous faire des jaquettes incroyables, tu vois, des jaquettes où il fait des bras de fer avec des camionneurs de 40 balais qui s'appellent Maurice et qui ont des Marcel. Déjà, alors, cette jaquette, il faut que j'en parle. Tu vois, il y a le Gréco, il y a le Caravage,
il y a Botticelli, tu vois. Il y a Goya. Et en fait, à un moment, il y a la jaquette de Pas Facile. Donc Johnny, en sueur, 80 kilos, il suffoque de tellement qu'il est gros et musclé, tu sais. Il est en train de tester au bras de fer un espèce de mec énorme qu'on ne voit pas. Et il y a une bougie qui les éclaire. Et en dessous, il y a écrit « Pas facile ». Mais est-ce que ce titre n'est pas le putain de résumé de folie de la vie, tu vois, de la vie des mecs comme ça? Pas facile, tu vois. Et ça, pour ça, j'ai un respect pour lui énorme. Énorme. Alors, Depardieu, tu vois, si tu veux, Marc Mercier te connecte avec ta résistance à la douleur. Tu vois, il te connecte avec la tournée Ricard 77, le catch à l'ancienne. Lolo Ponce, il te reconnecte avec le Moyen-Âge. Tu lui parles, si tu veux, il y a le Doc et Marty qui viennent te récupérer en DeLorean parce que vous allez assister au couronnement de Hugues Capet, tu vois. Daniel Herrero, il te reconnecte avec un vocabulaire sain. Tu vois, quand il dit coup de courge dans les costilles, par exemple, tu vois, on n'est pas sur la novlangue de Tarlouse, téléphone portable, je sais pas quoi, là, tu vois. Là, on se parle à l'ancienne. Daniel Herrero te reconnecte avec les ambiances, tu mets des coups de casque dans le vestiaire et tu bois du Saint-Ol pour tenir la seconde mi-temps, tu vois. Voilà, des mecs comme ça te reconnectent avec ça. Depardieu, avec quoi il te reconnecte? Depardieu, il te reconnecte avec la bouffe. J'aime bien les sites de paysans, les sites qui s'appellent des torboyaux, qui te donnent de la chiasse tout de suite. C'est votre premier haggis. Ce sont des abats de moutons. Très bon, ça. Ça, c'est les méduses. Et ça se bouffe? Ça doit être bon à manger un phoque. Tu vas te régaler, là. Si les hosties étaient comme ça, j'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Je me mets toujours à côté de ceux qui font un régime pour prendre dans leur plat tout avaler. Encore une, mon genre. Ouais, bah oui. Depardieu, il y a eu un docu qui est sorti récemment. Il fait que bouffer, il est fantastique. La France est devenue tellement pitoyable qu'il a été obligé de se barrer en Russie pour continuer à vivre normalement. C'est le chef gaulois, si tu veux. Tu vois, les trucs que Astérix fait dans la BD, tu vois, pour de faux, il les fait pour de vrai dans la vie. Il mange des sangliers entiers, il boit, il pète. Quand il parle, il dit ouais, la couenne roulée. Tu vois, le mec te ramène à un type de nourriture qui n'existe plus. Les mecs pèsent leur nourriture maintenant. Au Moyen-Âge, tu mettais des coups de hallebarde pour récupérer à manger. Là, aujourd'hui, tu pèses. Tu sais, tu refuses la calorie. Tu dis non à la calorie. Tu vois. Depardieu, la calorie, autant te dire que si tu veux, il a fait une OPA dessus, c'est fini là, tu vois. Si elle est cotée en bourse, c'est le principal bénéficiaire. Et ce mec-là, ben voilà, il fait frire des saucisses, il parle avec Poutine. Déjà, Poutine l'approuve. Si Gérard veut vraiment avoir un permis de séjour ou un passeport russe, c'est une affaire réglée et de manière positive. Nous avons de très bonnes relations personnelles, des relations amicales, même si on ne se voit pas très souvent. Quand Poutine t'a approuvé, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu parles à qui après? Tu parles à Jésus, tu parles à Juan Carlos, tu parles au roi du Maroc, tu parles à Randy Savage, tu vois? Tu parles à des mecs comme ça, tu peux plus parler avec, tu vois, Cyprien, va balayer s'il te plaît. Tu vois? Alors Delavier incroyable. Delavier, si tu veux, c'est un mec, il a fait 10 ans de dissection. Parce que c'est un grand, tu vois, c'est quand même, c'est un intellectuel. Et en plus, en anthropologie, je veux dire, c'est un mec qui a ouvert des corps humains. Il a fait 10 ans de dépression. Après, il a écrit un bouquin sur la muscu qui s'est vendu partout dans le monde parce que le mec, c'est une machine. Tu sais, c'est les muscles à la française. Il s'appelle Delavier. Il a une moustache, tu vois, la Saddam Hussein. Et il fait 100 kilos de muscles, si tu veux. Tu vois, il a écrit un bouquin, c'est un best-seller. Et là, il s'est barré en Hongrie parce qu'il supportait plus de vie en France. C'est-à-dire que le mec va dans un pays où on mange les enfants. Parce qu'il n'en peut plus de, tu sais, il en peut plus de comment est devenue la France et à quel point c'est devenu un pays d'esclaves, tu vois. Donc ce mec-là, dans 40 ans, va mourir. Et quand ce mec sera à sa mort, quand il va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester qui? Gilles Verdez? Non, mais c'est vrai. Alors, racontez-moi, donc vous avez peur des clowns blancs? Ça me terrifie. Quoi, c'est vrai? C'est horrible. Mais c'est une blague. Norman, Cyprien, ces mecs-là, tu les allonges, ça te fait des paillassons. Tu vois, je veux dire, quand ce mec-là va mourir, ce sera fini. C'est-à-dire que les hommes d'avant auront disparu. C'est comme les dinosaures. Il va y avoir une météorite qui s'appellera la Fashion Week de 2022. Et tous les dinosaures, tu vois, les Depardieu, les Lolo Ponce, les Cantona, disparaîtront. Et là, le monde sera infâme. Là, le monde sera fini. Là, voilà. Il nous restera Justin Bieber. Il nous restera Benjamin Biolay. Le Xanax.
et les jeans slim. Et Mika. En beau gosse, là, qui a fait son coming out il y a pas longtemps. Delormeau. Ouais. Ah, il est beau gosse, hein. Lui, Ouais. il a des abdos, des gros biceps. Il doit avoir un bon cul. Bon, il y a la papesse des animateurs TV gays. Bah oui, Laurent Ruquier. Bah oui, le Beyoncé des animateurs gays français. Ouais, c'est sûr qu'il est pas très joli non plus. Non. Non, mais ça va. Il a l'air gentil en tout cas. Ouais, bah puis il est marrant. Eh. Hein à moitié dans son lit. Alors Carlos Takam énorme. Carlos Takam, je vais t'expliquer un truc. Il y a un mec qui s'appelle Anthony Joshua, qui est un boxeur qui est moitié irlandais, moitié nigérian. Fighting Spirit et 200 ans de guerre tribale, hop, tu vois, Peaky Blinders et on met des têtes sur des pics à l'entrée du village, tu vois, hop, tu touilles, tu vois, fusion, Mister Popo et Vegeta, et là, paf, t'as Anthony Joshua, tout le monde l'esquive, on vient voir Carlos Takam, on lui dit, affronte Anthony Joshua dans 2 semaines, donc sans préparation, le mec le fait. Carlos Takam, c'est le noir qui n'est pas swag. C'est pas un Wakandais, si tu veux. Tu vois. Là, c'est pas un Afro-Américain qui se prend pour un Africain. C'est un Camerounais. Le mec, sa tête, on dirait un rocher. Tu vois. Son visage ne vous est peut-être pas familier. Né à Douala au Cameroun, récemment naturalisé français, Carlos Takam n'est pas le plus connu des boxeurs tricolores, mais il reste à ce jour l'un des plus talentueux. Sa mère lui faisait la bouffe dans des récipients, il n'y avait pas de table. Si tu veux. Le mec mangeait dans des ramequins, tu vois, des ramequins en terre cuite. Donc en fait, quand tu as ce genre de background, si tu veux aller affronter un mec en pay-per-view pour 4,50 € avec 2 semaines de préparation, il signe. Gros respect. Ça, c'est le panache à la française. Le mec a beau être d'origine camerounaise, c'est le panache à la française. Énorme respect. Énorme athlète. Sizia Zaïk. Alors là, Sizia Zaïk, si tu veux, là, c'est... Alors déjà, le gars est moitié grec, moitié albanais. Tu sais, on dirait les croisements de chiens, genre, il est moitié pite, moitié doberman, tu sais, pour le rendre plus méchant. Là, déjà, grec, albanais, c'est la méchanceté, toi, tu commences à faire des... Tu commences à faire des fusions, c'est comme dans Dragon Ball Z. Au lieu que ce soit Vegeta avec je sais pas qui, avec Mister Popo, là, c'est grec, albanais. Donc là, si tu veux, là, le mec, à tout moment, il fait de l'huile d'olive, et puis le lendemain, il décapite un mec sur le port de Naples, tu vois. Donc, respect maximal. Sizia Zaïk, il a été dans un gang de jeunes, il cassait des gueules, gros blouson cuir. Il est rentré dans la Légion. Il a été orpailleur. Il a créé une société pour extraire de l'or illégalement au Brésil. Tu sais, le mec... alors là, l'environnement, il l'attrape. Si tu lui mets une levrette, il ne rappelle pas le lendemain, tu vois. Ça, c'est fait. Et Sizia Zaïk, il a eu des casinos. Il s'est marié avec 26 gonzesses. Il a été menacé de mort. Il a fait du recouvrement de dettes au Canada, le mec. Tu vois, Légion, recouvrement de dette au Canada. Enfin, en fait, est-ce que ces couilles, si tu veux, transpirent tellement que le mec en été, t'es obligé de le stocker dans une piscine. Là, mais sans déconner, quoi. T'as des mecs comme ça, ils sont où? Où sont les Sizia Zaïk? Le mec est mort en 2011, c'est fini. C'est fini. Il est très difficile d'être libre. Tu le payes à chaque moment de ta vie. Tu n'as pas le droit d'être libre. Parce que les gens qui ont fléchi, si tu veux, te reprochent ta liberté. On m'a toujours reproché ma liberté. Mais je suis satisfait, si tu veux, de l'avoir eu. Et je l'aurai jusqu'au bout. Les mecs qui présentent cette émission-là, je me suis dit que ne rien faire, rester dans mon canapé, ça aurait été être lâche et surtout faire la preuve de notre impuissance face à cette montée des extrêmes. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? C'est fini. S'il y a une guerre, est-ce que ces mecs-là vont aller mettre des patates? Est-ce que ces mecs-là vont courir? Est-ce que ces mecs-là courent? Tu vois, c'est la question que je me pose. Est-ce que tu cours? Est-ce que tu as un orifice anal pour chier ce que tu manges? Il a raison Depardieu quand il dit « Ouais, les mecs ne mangent plus ». Non, mais c'est une réalité, tu vois. Les mecs, tu les vois, ils pèsent leur bouffe. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au Moyen-Âge, les mecs, ils se mettaient des coups de hallebarde dans la nuque pour récupérer à manger. Là, maintenant, les mecs, ils pèsent. Putain, t'as envie de distribuer des calottes. Je te jure, c'est le siècle de la distribution des calottes. Alors récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais du gay savoir. Et je disais que dans le titre, il y avait gay et il y avait savoir, et que c'était une bonne raison de ne pas le lire. Bon, c'est une boutade, parce que si j'ai le bouquin, c'est que je l'ai lu. Nietzsche a son mérite. Le problème de Nietzsche, c'est que, si tu veux, Nietzsche, c'est un protestant prussien qui t'explique qu'il n'y a plus besoin de Dieu,
Dieu c'est toi. Voilà. Alors les Allemands, ils se sont dit ça, tu vois, ils se sont dit, ouais, Dieu c'est moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une branlée en Russie, à Stalingrad. Parce qu'en France, les mecs se disaient pas, je suis Dieu, les mecs se disaient, je suis une merde de l'Union soviétique, je vais très certainement mourir, donc autant essayer de tuer un Allemand entre-temps, tu vois. Donc quand t'es face à des mecs comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a eu Nietzsche, et puis en face, il y a eu, si tu veux, 500 ans de famine, en fait. Et quand ça s'est rencontré, ben, les Allemands ont perdu. Le problème de Nietzsche, c'est que quand tu commences à te prendre pour Dieu, t'as plus de limite. Tu vois, tu n'es plus un Méditerranéen, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, tu finis sur la plage avec un camping-car, des chaussettes blanches et des claquettes, chaussettes, tu vois. Ça, c'est immonde. En Allemagne, tous les 2 jours, là, t'ouvres le journal, en Autriche, là, il y a un mec, il a mis sa fille dans la cave, il l'a violée pendant 25 ans, tu vois. Voilà, ça, c'est parce que tu te prends pour Dieu. À quoi sert la vanité? Tu vois, les vanités dans la peinture du 15e, c'était pour te dire non, t'excite pas. Là, t'as un bling en or, tu t'appelles François Pommier, mais relaxe-toi, il y a un moment, tu vas pourrir. Tu vas mourir, tu vois. La peinture de Goya, c'est ça. Le mec, il t'explique, il te dit oui, c'est bien, tu vois, tu règnes là, t'es à cheval, t'as une moustache, tu vois, tu pèses, mais il y a un moment où en fait, tu vas être vieux et denté, tu vas être une merde. Et là, il y a les ghouls de l'enfer qui vont venir toquer à ta porte, qui vont faire, bah alors là, qu'est-ce qui se passe là? C'est pour bientôt, tu vois, tu vas commencer à avoir des hallucinations. Et là, si tu veux, ça, c'est le moment où en fait, c'est ça qui a façonné, si tu veux, les Italiens. Les Italiens, pourquoi est-ce qu'ils ont peint la chapelle Sixtine? Pourquoi est-ce que c'est des mecs qui vivent vraiment? Tout comme les Espagnols. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais faire un lien d'ailleurs avec la France. Le Caravage, prenons l'exemple du Caravage. Le Caravage, c'est un mec, il peignait des tableaux d'une finesse absolue. Mais il n'oubliait pas d'être un homme. C'était pas un mec de YouTube, point final. C'était un mec de YouTube parce qu'il peignait des tableaux. Mais qu'est-ce qu'il faisait le soir? Il avait baston. Il allait à la taverne, il se battait avec des mecs. Il plantait des types. Hein. Il est mort à 3h du mat sur une plage en duel contre un mec, tu vois, à la rapière. Est-ce que tu connais beaucoup là d'intellectuels de la fac qui nous parlent de Nietzsche, qui ont fini par faire des duels sur la plage? Ou ne serait-ce que dans le métro quand il y a une gonzesse qui se fait emmerder? Non. C'est-à-dire que les mecs t'expliquent la soif de... Ils te disent non, surtout, ne touche pas à Nietzsche, la soif de puissance. La soif de puissance, elle s'arrête quand il sort de la fac, en fait. Parce que là, la puissance, si tu veux, il y a une vanité qui est le monde réel. Et le monde réel lui met des calottes dans la nuque, en fait, et le mec finit, si tu veux, il en PLS. Tu vois, c'est pas Marc Mercier. C'est pas Lolo Ponce, tu vois. C'est-à-dire que les mecs t'expliquent, oui, Nietzsche, la puissance s'arrête sur les bancs de la fac. Tu vois. En plus... Si tu veux, ça va plus loin parce que, par exemple, dans la culture espagnole, tu vois, par exemple, non seulement il y a la mort, mais contrairement aux Italiens, il y a tout ce qu'il y a entre la jouissance et la mort. Parce que les Italiens, c'est la jouissance et le miroir de la mort en face, tu vois, qui est représenté très cru. En Espagne, c'est tout le côté rance de la pourriture progressive, tu vois. C'est-à-dire vraiment... la famine, la folie, le visage qui se... Tu vois, on perd l'or, l'empire s'écroule, ça va plus, tu vois. Les tableaux du Gréco, il y a un tableau magnifique qui est l'enterrement du comte d'Orgaz, que j'aime beaucoup, qui est incroyable. Et en fait, le mec meurt, il y a ses contemporains qui le regardent mourir. Donc c'est très triste, tout le monde a le visage cireux, le mec est une charogne en fait, hein. Il y a un curé qui est en train de le foutre en terre, si tu veux, c'est la tristesse absolue. Et là, au-dessus, il y a Dieu. Il y a Dieu qui regarde la scène, et tu sens que le mec, c'est pas grave. Il a eu raison de peser dans son vivant et de faire des trucs incroyables. Parce qu'en fait, voilà, sa vie prend son importance parce qu'il est mort d'une belle façon, avec un bon vécu, tu vois. Et là, il arrive face à Dieu, il va être accueilli au paradis. Et ça, c'est fantastique. Tu vois, c'est fantastique. Anna Génocide est un étudiant muni d'un t-shirt et d'une barbe qui m'a clashé sur ce qui semble être dans un amphithéâtre. Alors déjà, quand je me fais clasher par un mec qui est au fond de la jungle ou qui est dans une école de boxe, si tu veux, alors je commence à flipper. Quand je me fais clasher par un mec, derrière lui, il y a des tracts de l'UNEF pour la prochaine manif à la Sorbonne, si tu veux. Autant te dire qu'au niveau pression, là... Bon. C'est pas exactement... C'est pas la même biographie que Marc Mercier. Marc Mercier, sa biographie, c'est un distributeur de coups de boule. Ce mec-là, sa biographie, c'est un distributeur de capotes, tu vois. On n'est pas dans le même game. Et en fait, au final, ce mec-là m'a clashé parce que j'ai touché à son idole. Alors, je vais lui expliquer un truc à Anna Génocide. Mon monde à moi a été détruit par des mecs comme lui. Tu vois, mon monde à moi, tu vois, le monde de Cyrano de Bergerac, les couilles et la poésie. Vivre, tu vois, tringler des gonzesses méritantes, bouffer, boire, se battre, réfléchir sur la vie, avoir vécu et mourir tranquille. Tu vois, voilà, ça c'est mon école. Et ces gens-là, avec leur soif de puissance du salon, tu vois, parce que Nietzsche, en fait, il n'est pas sorti de chez lui, tu vois. Nietzsche, il est mort dans sa pisse ou dans sa merde, tu vois, dans son plumard. Nietzsche, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a mis un coup de tête, Nietzsche, tu vois? Parce que je veux bien les respecter, à part sa moustache, qu'est-ce que je peux respecter?
Il a la moustache de Saddam, mais à ce que je sache, il a pas mis un seul coup de Kalachnikov ou une seule calotte à qui que ce soit, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, c'est bien la soif de puissance, mais quand ça reste dans ton salon, ça donne le nazisme, tu vois. Voilà. Et ce mec-là ne comprend pas ça. Tu vois, il me dit, oui, tu touches à mon idole Nietzsche. Nietzsche a écrit un bouquin qui s'appelle Le crépuscule des idoles, et il a détruit mon monde, le monde d'avant. Nietzsche a détruit le monde des hommes d'avant, tu vois. Et moi, je récupère le monde que Nietzsche a fabriqué, le post-nazisme. Un monde qui est fait de repentance et de fiotte et de culpabilité, à juste titre d'ailleurs, tu vois, et de mecs de demi-mesure, voilà. C'est-à-dire qu'il en a fini avec le monde d'avant. Il a crépusculé mes idoles, mais moi je vais crépusculer Nietzsche. Revenons au corps. Tous ces youtubeurs là, qui me disent, oui, la soif de puissance. Mais moi la soif de puissance, je dis aux gens, retournez vers la boxe, faites-vous mal. Quand tu prends des marrons dans la gueule, et le pinard que tu vas boire après, qui a cuvé pendant 20 balais, tu sais ce que ça vaut. Tu sais ce que ça vaut. Parce que tu as éprouvé toutes les facettes de la vie. Tu es allé au tréfonds de l'existence humaine, en fait. Dans le pire, dans la pire des adversités, et dans le maximum de sa beauté. Il n'y a que quand tu as pris des pêches dans la gueule, que tu peux l'apprécier à sa juste valeur, la peinture du Gréco, la peinture du Caravage. Le Caravage, il y a des mecs décapités. Si t'es un trou de balle et que tu vois un mec décapité, t'es là, tu fais, oh, il est décapité. Si t'es un mec qui a vécu, tu sais ce que c'est que la décapitation. Tu vois, tu te dis à un moment, le mec, il est en train de scier là, et au niveau des cervicales, il a dû en remettre un coup, tu vois. Si t'as jamais vu un putain de menuisier en train de scier une planche, tu sais pas ce que c'est qu'une décapitation, tu vois. Faut avoir vécu. Donc les mecs qui me parlent d'art, qui n'ont pas vécu, va mettre des patates, on parlera après. C'est ça. C'est que la vie, c'est à un moment se confronter aux choses pour en apprécier la beauté. Tu vois. Donc, qui me casse pas les couilles avec Nietzsche. Moi, je leur dis, tu me prends Nietzsche, tu m'opposes Nietzsche, ben, je te mets du Cyrano, moi. Je te mets du Cyrano à la gueule. Le mec, c'est un poète. Il va avoir des gonzesses, il les drague, il a un pif comme ça. Il va faire la guerre contre les Espagnols. Il va voler des cochons grillés à 5h du mat parce que les Gascons, ils ont la dalle. Est-ce que ça, c'est le style? Est-ce que ça, c'est le panache à la française? Qu'est-ce qui me casse les couilles avec Nietzsche, là? Le mec, de quoi il a accouché? De Nuremberg. Qu'est-ce que je te dise? Moi, c'est pas ma philosophie. Si tu veux, je préfère un cantonat qui ressemble à un moine franciscain qui protège des Indiens, tu vois, et qui catch pour donner de la soupe aux enfants de Mexico, que ces espèces de mecs complètement désincarnés qui n'ont pas vécu. Reconnectons-nous au corps. Les mecs que j'ai cités, c'est des gens qui ont un corps, et tu sens que ce corps vibre quand ils parlent. Moi, quand j'ai serré la main à Marc Mercier, j'ai pris 50 ans de catch français dans la gueule, si tu veux. Quand je serre la main à Usul, qu'est-ce que je prends? À part un rhume, tu vois. À part une maladie vénérienne, qu'est-ce que je prends, tu vois, quand je lui serre la main? Que dalle. Parce que le mec n'a pas vécu. Donc, si tu veux, YouTube est farci de mecs qui n'ont pas vécu, qui veulent que je leur réponde. Mais allez vivre, allez dehors, et on n'aura pas besoin de se répondre, parce qu'on aura tous vécu. Et on n'aura plus qu'à dispenser des conseils à la jeunesse et aux gens qui attendent de vivre. Les gens la jeunesse est en panne de ça. Ils allument la télé, ils tombent sur des tarlouses, sur des mecs qui s'excusent de respirer. Et la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on vienne, qu'on leur mette des calottes et qu'on leur dise, ben voilà, vis un peu. Incarne-toi là, tu vois, prends possession de ton monde. Attrape la vie là, comme ça, par le callback et dis, ben toi, je vais te vivre à fond jusqu'à 80 balais. Tu comprends, je veux dire? C'est ça la philosophie que j'essaie d'amener. Tu vois, les mecs me disent, oui, truc. Non, la philosophie, c'est prenez la puissance des bons modèles, mais n'oubliez pas d'être humble parce que c'est dans l'humilité qu'on peut vraiment apprendre et tirer le maximum de sucre de la vie. Arriver et dire je suis un surhomme, tu finis par enculer des mecs, par enculer des gosses dans des caves avec des capuches. Tu vois, tu finis avec le temple solaire quand tu commences à te dire que tu es éternel et que tu t'appelles Dieu. C'est le Christ cosmique. Le Christ cosmique, Alexandre Martinez lui a mis une PLS monumentale en Ariège, il a fait une interview, il a ridiculisé aux yeux de la France. Voilà ce qui t'arrive, tu vois, quand tu te prends pour Jésus. Voilà. Jésus, il s'est fait crucifier à un moment. Spartacus, il s'est fait démonter. Spartacus, lui, il a existé, tu vois. Il n'a pas fait une vidéo YouTube à l'empereur pour lui dire ouais, je suis pas d'accord avec, tu vois. Il n'a pas fait une grève syndicale. Il s'est fait clouer. Il a fait la guerre, après il s'est fait clouer comme un bâtard, là, comme ça, sur la grande via qui amène à Rome. Ça, je respecte. Donc, pour me parler, faites-vous clouer, mettez des patates, vivez. Et après, je répondrai.